Les affaires et les scandales ont toujours fait partie de l'attrait d'Hollywood. Mais dans l'ancien Hollywood, les enjeux étaient bien plus élevés. À l'époque, même une rumeur d'infidélité pouvait briser la carrière d'une star, ternissant à jamais son image soigneusement élaborée. Pourtant, derrière les sourires léchés et les premières glamoureuses, les stars de Tinseltown étaient loin d'être innocentes. Des affaires compliquées de Greta Garbo aux relations tumultueuses de Humphrey Bogart, voici 13 des plus sensationnels triangles amoureux qui ont secoué le vieux Hollywood jusqu'à son cœur. Greta Garbo, Salka Viertel et Mercedes de Acosta. À la fin des années 1920, Greta Garbo venait de se séparer de son petit ami, co-vedette et coach d'acteur John Gilbert. Heureusement, le remplaçant de Gilbert est arrivé lorsque Garbo a assisté à une fête chez le réalisateur Ernst Lubitsch. C'est là qu'elle a rencontré Salka Viertel, une actrice de 16 ans son aînée, et elles ont rapidement noué une amitié. Salka a émigré de Berlin à Hollywood en 1928 avec son mari, Berthold, un scénariste, et leurs 3 fils. Berthold a été embauché par les studios Fox comme écrivain, et bien que Salka ait essayé le métier d'actrice, on lui a dit qu'elle était trop vieille et pas assez belle. Cependant, grâce à sa nouvelle amitié avec Garbo, Salka allait bientôt faire sensation dans le département d'écriture. Après avoir lu une biographie de la reine Christina de Suède, Salka a suggéré que Garbo interprète Christina dans un film. Garbo, une Suédoise de naissance, était immédiatement partante et voulait que Salka écrive le scénario. Bien que Salka n'était pas une écrivaine de métier, Garbo s'est assuré qu'elle soit jumelée avec le meilleur scénariste de MGM. Par conséquent, Salka a obtenu une place parmi les grands d'Hollywood. Pendant cette période, Salka a présenté Garbo à Mercedes de Acosta, une membre éminente de la communauté LGBTQ+, qui était venue à Hollywood pour 2 raisons. Écrire un scénario et séduire l'unique Greta Garbo. Le plan de Acosta s'est déroulé sans accroc car Garbo a été immédiatement séduite par son intelligence, ses relations et ses compétences supposées dans la chambre. Après avoir terminé la production du film Susan Lennox, qu'ils ont tourné à l'été 1931, Garbo et de Acosta se sont retirés dans une cabane dans la Haute Sierra, où elles ont commencé une liaison. L'escapade s'est révélée décevante car elle semblait seulement raviver l'infatuation de Garbo pour Salka. Pour le 26e anniversaire de Garbo, elle a finalement séduit Salka, qui a ensuite écrit à son mari au sujet de la rencontre. Alors nous étions ensemble. C'était harmonieux et beau. Leur relation amoureuse s'est estompée après la rencontre, mais l'actrice Dana Karenine et la scénariste sont devenues de bonnes amies. Cependant, de Acosta devint obsédée par Garbo, forçant l'actrice à fuir à New York pour échapper à l'attention de Acosta. Dès lors, partout où Garbo s'installait, la scénariste finissait toujours par vivre dans une maison à proximité. Malgré le harcèlement évident, leur relation ne s'est pas complètement rompue avant 1960, lorsque de Acosta a publié son autobiographie et inclut une photo seins nus qu'elle avait prise de Garbo lors de leurs vacances dans les High Sierras 3 décennies auparavant. Rita Hayworth, Ali Khan et Orson Welles. Rita Hayworth était surnommée la déesse de l'amour par la presse, bien que sa vie amoureuse hors écran était loin d'être un conte de fées. En 1943, à la grande surprise des médias, Hayworth a épousé le réalisateur légendaire Orson Welles lors d'une cérémonie au tribunal pendant leur pause déjeuner. L'Associated Press était plutôt sceptique quant aux circonstances entourant le couple. Les noces. Le mariage d'Orson Welles, vedette de théâtre, de cinéma et de radio, avec Rita Hayworth, l'une des principales beautés du cinéma, a été une surprise, surtout en considérant le fait que jusqu'à récemment, Mademoiselle Hayworth était apparemment fiancée à Victor Mature, maintenant sur la côte Garde. Cependant, en 1946, l'étincelle du couple s'est éteinte et ils se sont officiellement séparés. C'est à cette époque que Hayworth partit en vacances sur la Riviera, où elle attira l'attention du prince, playboy et leader spirituel Ali Khan. Lorsque Khan apprit l'arrivée de Hayworth, il dit à la chroniqueuse mondaine Elsa Maxwell combien il souhaitait rencontrer l'actrice de l'affaire de Trinidad. La chance était du côté de Khan. Bien que Hayworth ait prévu de terminer ses vacances plus tôt, Maxwell l'a persuadé de rester pour assister à une fête à laquelle Khan devait participer. Hayworth était charmé par Khan, et bien qu'ils étaient techniquement tous les deux mariés, ils ont commencé à se fréquenter. Hollywood, ainsi que les médias, étaient furieux. Le président de Columbia Studios, Harry Cohn, a poursuivi Hayworth pour $1 200 000 lorsqu'elle a décidé d'arrêter de jouer pour passer du temps avec son nouvel amoureux. Les tabloïds ont exprimé leur consternation, avec The People de Londres écrivant « Les expéditions extravagantes de ce prince de couleur et de son ami sont devenues une insulte pour les gens décents Russell Bowie. Bam.
femmes du monde entier. Malgré la presse négative, Haworth et Khan se sont mariés lors d'une cérémonie simple à Vallauris, en France, le 27 mai 1949. Et 7 mois plus tard, les jeunes mariés ont accueilli leur premier enfant, la princesse Yasmine. En 1951, Haworth était fatigué des infidélités de son mari et a demandé le divorce, ce qui a entraîné une bataille pour la garde amère. La procédure de divorce a traîné pendant presque une décennie et ne s'est terminée que lorsque Khan est mort dans un accident de voiture en 1960. Ingrid Bergman, Roberto Rossellini et Peter Lindström. En 1937, Ingrid Bergman a épousé le futur neurochirurgien Peter Lindström. En 1939, les jeunes mariés étaient séparés par un continent, alors que Bergman s'était installé en Californie pour faire avancer sa carrière d'actrice, tandis que Lindström recevait son diplôme de médecine de l'université de Rochester. Le couple s'est officiellement retrouvé sur la côte ouest en 1943, la même année où Bergman est devenu une force irrésistible à Hollywood grâce à son rôle principal dans Casablanca. Tout au long du reste des années 40, Bergman était au sommet du monde cinématographique. Elle a remporté un Oscar pour son rôle dans le thriller psychologique Gaslight de 1944 et a joué dans 3 films de Hitchcock. Cependant, tout s'est effondré lorsqu'elle a rencontré le réalisateur Roberto Rossellini alors qu'il tournait le drame Stromboli en 1950. Rossellini et Bergman ont entamé une liaison qui a secoué la nation et ruiné sa carrière illustre. Bergman a rapidement quitté Lindström et est tombée enceinte de l'enfant de Rossellini. Leur fils, Renato Rossellini, est né quelques jours seulement avant que le divorce entre Bergman et Lindström ne soit finalisé. La vitupération publique contre Bergman était si forte que ses films ont été boycottés. Elle a été bannie du Ed Sullivan Show et elle a reçu d'innombrables lettres de haine. Le plus grand coup à sa carrière est survenu lorsqu'elle a été publiquement humiliée au Sénat. Le sénateur du Colorado, Edwin C. Bigot Johnson, a qualifié la lauréate d'un Oscar de l'une des femmes les plus puissantes du monde. Je regrette de dire une influence puissante pour le mal. Il l'a également décrite cruellement, elle et la susmentionnée Rita Hayworth, comme des apôtres de la dégradation. Après ces attaques verbales, Bergman a été forcé de fuir en Europe pour échapper à la presse négative. Pendant cette période, elle et Rossellini ont accueilli des jumelles, dont l'une est la célèbre actrice Isabella Rossellini. Bergman est retournée à Hollywood en 1956, et elle et Rossellini ont mis fin à leur mariage scandaleux en 1957. Étonnamment, sa carrière s'est rétablie assez rapidement, et elle a ensuite remporté 2 autres Oscars. Ava Gardner, Frank Sinatra et Nancy Barbato. Frank Sinatra et Nancy Barbato se sont rencontrés adolescents sur la côte du New Jersey. Le couple s'est marié en 1939 et a rapidement accueilli 3 enfants. Bien que Sinatra soit connu pour tromper, Barbato est resté à ses côtés et a été publiquement salué pour avoir supporté l'indignité des transgressions de son mari. Dans la biographie de James Kaplan sur Sinatra, Frank the Voice, il a écrit à propos de Barbato. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour le garder. Elle lui a cuisiné des spaghettis exactement comme il les aimait, lui faisait des tartes au citron meringué. Il adorait ses repas et l'aimait, mais il était insaisissable. Lorsque la carrière de Sinatra s'est étendue au cinéma dans les années 1940, la famille a déménagé en Californie, où Sinatra a commencé à attirer l'attention romantique d'autres figures notables. Le chanteur de My Way n'était pas non plus discret dans ses aventures extra-conjugales. Kaplan a écrit « Plus Frank Sinatra devenait célèbre, plus il y avait de femmes qui voulaient coucher avec lui, et il ne voyait aucune raison de ne pas en satisfaire autant que possible. Dissimuler les preuves n'était que rarement sa première priorité. » Plus tard dans la décennie, Sinatra et Ava Gardner se sont rencontrés sur le plateau d'un film MGM où il aurait dit à un ami en la voyant pour la première fois « Je vais épouser cette fille ». Barbato et Sinatra ont officiellement divorcé en novembre 1951, et lui et Gardner se sont mariés 72 heures plus tard. Le chanteur et acteur ont eu un mariage tumultueux jusqu'à ce que l'étincelle s'éteigne finalement en octobre 1953 lorsqu'ils se sont officiellement séparés. Leur divorce n'a été finalisé qu'en 1957. Malgré la nature précaire de leur relation, les ex sont restés amis jusqu'au décès de Gardner en 1990. Barbato, en revanche, ne s'est jamais remarié. À la fin des années 1960, Gay Talese a revisité l'état de la relation post-divorce de Barbato et Sinatra. Il n'y a pas d'amertume, seulement un grand respect et de l'affection entre Sinatra et sa première femme. Et il est depuis longtemps le bienvenu chez elle, et il est même connu pour entrer à des heures indues, raviver le feu, s'allonger sur le canapé et s'endormir. L'auteur de Sinatra and Me, Tonio Pedicano, a révélé plus tard « Nancy tenait énormément à Frank. Après un certain temps,
Je me suis senti assez à l'aise pour lui poser quelques questions sensibles et elle n'a pas hésité. J'ai demandé « Quand vous avez appris pour Frank et Ava, pourquoi n'avez-vous pas immédiatement accepté de divorcer ?» Elle a répondu « Eh bien, parce que ce n'était qu'un aspect de sa vie. À la fin de la journée, il rentrait toujours à la maison. Il a toujours été un père formidable. Il était toujours là pour les enfants, quoi qu'il arrive. La seule raison pour laquelle j'ai fini par accepter de lui accorder un divorce était que, à l'époque, si vous étiez une personnalité publique, comme lui, et que vous vous amusiez avec quelqu'un, et que l'on savait que vous étiez marié et aviez des enfants, cela pouvait vraiment nuire à votre carrière. Une autre raison pour laquelle elle est restée mariée au chanteur de New York, New York. Et au fil des années, j'y ai réfléchi. Et j'ai réalisé, une fois que vous avez épousé Frank Sinatra, comment diable puis-je faire mieux? Debbie Reynolds, Eddie Fisher et Elizabeth Taylor. Après s'être rencontrés au lycée du studio MGM à l'âge de 17 ans, les légendes hollywoodiennes Debbie Reynolds et Elizabeth Taylor sont rapidement devenues amies. Le duo était inséparable, sauf pendant une courte période où elle ne l'était effectivement pas. En 1955, Reynolds a épousé le crooner Eddie Fisher, et 2 ans plus tard, Taylor a épousé son 3e mari, le producteur Mike Todd. Les couples ont maintenu une amitié jusqu'en 1958, lorsque Mike Todd est tragiquement décédé dans un accident d'avion privé. Fisher commença à réconforter Taylor, récemment veuve, et le couple tomba amoureux. Dans le documentaire Elizabeth Taylor, Les bandes perdues, Taylor s'est ouvert sur leurs circonstances. Je gardais Mike en vie en parlant de lui, parce qu'Eddie était un grand ami de Mike. C'était la seule chose que nous avions en commun. C'était Mike. Je n'ai jamais aimé Eddie. Je l'aimais bien. J'avais pitié de lui, et j'aimais lui parler, mais il n'était pas Mike. En fait, je ne me souviens pas beaucoup de mon mariage avec lui, sauf que c'était une sacrée erreur affreuse. Je le savais, avant que nous soyons mariés, et je ne savais pas comment m'en sortir. Un bulletin d'information diffusé pendant le documentaire prétend que Fisher et Taylor se sont mariés seulement 3 heures après que son divorce avec Reynolds ait été finalisé. Plus tard, Reynolds a révélé son point de vue sur le fiasco. Nous étions amis depuis des années et des années, elle et Taylor. Mais il y a eu une période où elle a pris Eddie pour vivre avec elle parce qu'elle l'aimait aussi. Elle l'aimait suffisamment pour le prendre sans invitation. À ce stade, les stars étaient embrouillées dans un scandale national, avec Reynolds décrite comme la gentille fille laissée derrière avec 2 enfants pour la mauvaise fille, alias Elizabeth Taylor. L'amitié de longue date entre les acteurs a été laissée en lambeaux et n'a pas été réparée pendant plusieurs décennies. Taylor et Fisher ont divorcé en 1964 lorsqu'elle est tombée amoureuse pour la première fois de Richard Burton, son partenaire dans Cléopâtre, qu'elle a épousé. À cette époque, il a été rapporté que Reynolds et Taylor se sont retrouvés ensemble sur un bateau et ont commencé à s'échanger des notes, ce qui a finalement conduit à leur réconciliation. En 2001, les icônes étaient à nouveau amies, ou du moins assez amicales, et ont joué dans The Old Broads, un téléfilm écrit par nul autre que la fille de Reynolds, Carrie Fisher, Vivien Leigh, Laurence Olivier et Jill Esmond. Laurence Olivier a d'abord remarqué Vivien Leigh en 1936, après avoir regardé sa performance dans la pièce The Mask of Virtue. Selon Vivien Leigh, une biographie, lors de leur première rencontre, Leigh a dit à un ami « C'est l'homme que je vais épouser. » Le seul obstacle à leur romance? Ils étaient tous les 2 mariés. À l'époque, Leigh était mariée à un avocat, Herbert Leigh Holman, qui avait 13 ans de plus qu'elle et qui ne voyait sa passion pour la scène que comme un simple amusement. Olivier était marié à Jill Esmond, la fille de 2 acteurs britanniques populaires. Dans son autobiographie de 1982, Confessions of an Actor, l'acteur de Wuthering Heights a avoué qu'il n'avait épousé Esmond que parce qu'il n'était pas susceptible de faire mieux à son âge et avec son parcours non distingué. Aïe! En 1937, Olivier fut choisi pour le rôle principal dans Hamlet. Le calendrier de Leigh montre qu'elle a rendu visite à Olivier à plusieurs reprises. Peu de temps après, le duo a commencé à jouer l'un en face de l'autre dans le film Fire Over England, puis ils ont voyagé au Danemark pour d'autres représentations de Hamlet, car Leigh avait entre-temps été choisi pour le rôle d'Ophélie. Olivier a dit plus tard « Je ne pouvais pas résister à Vivien. Aucun homme ne le pouvait. Je me détestais pour tromper Jill, mais j'avais déjà trompé auparavant. Mais c'était différent. Ce n'était pas seulement par désir. C'était un amour que je n'avais pas vraiment demandé, mais dans lequel j'étais attiré. À leur retour en Angleterre, les acteurs acclamés se sont séparés de leurs partenaires respectifs et ont emménagé ensemble, même si leurs divorces n'ont été finalisés qu'en février 1940. 6 mois plus tard, en août 1940, Olivier et Leigh se sont mariés à Santa Barbara, en Californie. Des sources proches du couple
a déclaré que le mariage a commencé à se dégrader presque immédiatement à cause de l'addiction à l'alcool de Lake. Le début de la fin a véritablement eu lieu lors d'une tournée théâtrale en Australie en 1948. C'est pendant cette période que Leigh a rencontré l'acteur australien Peter Finch et a commencé une liaison qui a duré des années, ce qui, selon Olivier, est le moment où il a perdu Vivien. Le couple est resté ensemble malgré l'infidélité, les problèmes de santé mentale et les fausses couches, et a lutté pour faire fonctionner leur mariage jusqu'à ce qu'ils y mettent officiellement fin en mai 1960. Bien qu'il n'ait jamais ravivé la flamme, Olivier et Leigh sont restés en contact. Il écrivit à Leigh peu après la finalisation de leur divorce. « Je veux te remercier d'avoir tout compris pour moi. Tu l'as fait noblement, courageusement et magnifiquement. Et je suis tellement désolé, vraiment désolé que cela ait dû être un enfer pour toi. Spencer Tracy, Katharine Hepburn et Louise Treadwell. » Spencer Tracy et Louise Treadwell se sont rencontrés pour la première fois lorsqu'ils étaient tous deux artistes dans une troupe de théâtre. Ils se sont mariés en 1923 et sont restés ensemble jusqu'à la mort de Tracy en 1967. Même si l'acteur de State of the Union et Katharine Hepburn avaient une liaison depuis 1942, Hepburn et Tracy se sont rencontrés sur le tournage de la comédie romantique de 1942, Woman of the Year. Hepburn, qui jouait un rôle majeur dans la production de ses propres films, était déterminé à choisir Tracy comme son intérêt romantique. L'ami et biographe Christopher Anderson a dit plus tard à Closer « C'était l'un de ses coups de foudre. Je ne pense pas que cela ait nui qu'elle l'admirait énormément en tant qu'acteur, mais il y avait une attirance instantanée de sa part. Les frontières entre la fiction et la réalité se sont estompées pour le duo, et leur attirance l'un pour l'autre s'est rapidement transformée en une liaison à part entière, malgré les humeurs volatiles de Tracy. Anderson a affirmé que Tracy pouvait parfois exploser contre Katharine devant les autres, et que malgré son tempérament, Hepburn est restée dévouée. Sur le plateau, elle était une mère poule pour Tracy, lui apportant des médicaments, du lait pour son ulcère, allant chercher du café, s'asseyant à ses pieds et le regardant avec admiration, le louant au nu. Cependant, l'affaire posait un problème majeur pour Tracy, qui était un catholique fervent. Bien qu'à cette époque il ne vivait plus avec Treadwell, la foi de l'acteur l'empêchait d'obtenir un divorce. Treadwell, qui avait alors consacré sa vie à fonder le John Tracy Clinic, fermait souvent les yeux sur les infidélités de son mari et aurait dit « Je serai Madame Spencer Tracy jusqu'au jour de ma mort ». Hepburn a insisté sur le fait qu'elle était d'accord avec l'arrangement inhabituel qu'elle avait avec Tracy et qu'elle n'avait jamais désiré se marier ni avoir des enfants de toute façon. Au début des années 1960, Tracy luttait contre de multiples problèmes de santé. Lorsqu'il a été officiellement diagnostiqué avec le diabète et une maladie cardiaque, Hepburn a abandonné sa carrière d'actrice pendant 5 ans et pour la première fois en près de 3 décennies de relation, a emménagé avec son amant pour être sa gardienne. Leur dernier rôle en tant que co-star a eu lieu en 1967 avec Guess Who's Coming to Dinner. Tracy a eu une crise cardiaque fatale 2 semaines après la fin du tournage. Hepburn a écrit dans son autobiographie « Moi, histoire de ma vie. Juste au moment où je m'apprêtais à pousser la porte, il y a eu un bruit de tasse qui se brise par terre. Puis boum, un grand boum. Elle entra dans la pièce et trouva Tracy décédée sur le sol. L'actrice de The Philadelphia Story n'assista pas aux funérailles de son partenaire de longue date, par respect pour sa femme et ses enfants adultes. Cependant, elle se rendit à la morgue. Elle regarda pendant qu'il sortait le cercueil de la morgue et le mettait dans le corbillard, dit Anderson. Elle lui dit adieu là-bas. Lauren Bacall, Humphrey Bogart et Mayo Metto, amants volatiles. Humphrey Bogart et Mayo Metto se sont rencontrés lors du tournage du film de 1937, Une femme marquée. Method était une actrice extrêmement accomplie à Broadway et au cinéma. Elle jouait sur scène avant de savoir lire, avec The Oregonian la surnommant la plus jeune première dame du monde. Les deux acteurs avaient été mariés 2 fois auparavant, mais tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre malgré tout. Roy Whiting, qui a écrit une biographie sur Method, a écrit « Une des choses qui a attiré Bogart instantanément vers Mayo était le fait qu'elle pouvait le faire rire, et il adorait rire. Ils ont passé beaucoup de bons moments ensemble. Chaque fois que vous les voyiez, ils prenaient clairement plaisir à eux-mêmes. Cependant, leur relation ne convenait pas à l'écran, les 2 moitiés du couple s'infligeant des violences l'une à l'autre. Il était indéniable que les pressions de leur travail, d'être sous les projecteurs, avaient un impact sur eux individuellement, ainsi que sur leur relation. Les documents ont suggéré que Humphrey a frappé Mayo, mais elle l'a frappé en retour. Le surnom de Bogart pour Method était Sluggy. Je pense que l'alcool a clairement alimenté leur frustration, leur passion de manière négative,
Et elle savait comment pousser les gens. Des boutons, affirma Whiting. La presse commença à appeler le couple les Bogart en guerre. L'une de leurs rencontres les plus dangereuses eut lieu lors d'une tournée USO pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1944, lorsque le couple a commencé à tirer ivre avec des armes à feu l'un sur l'autre dans un accès de rage. Cependant, la relation toxique entre les Bogart en guerre s'est terminée en 1945, lorsque Humphrey a rencontré Lauren Bacall sur le plateau de Le Port de l'Angoisse et a fait forte impression. Un soir, Bogart, encore marié, s'est arrêté à la caravane de Bacall pour lui souhaiter bonne nuit, mais s'est soudain penché, a levé son menton et l'a embrassé. Bacall a plus tard rappelé « Il était l'homme qui comptait le plus au monde pour moi. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Bien qu'il puisse sembler que ce soit une fin de conte de fées, Bogart est retourné plusieurs fois dans les bras de métaux avant que lui et Bacall ne se marient le 21 mai 1945. La carrière de Bacall a subi une série de revers après son mariage. En 1996, elle a dit au New York Times que si elle ne s'était pas mariée avec Bogart, sa carrière aurait continué à monter. Mais malgré tout, l'actrice de Le Crime de l'Orient Express n'a jamais regretté leur mariage. Je n'aurais pas eu une meilleure vie, mais une meilleure carrière. Howard Hawks était comme un Svengali. Il me façonnait comme il voulait. J'étais sa création, et j'aurais eu une belle carrière s'il avait été aux commandes. Mais dès que Bogey était là, Hawks savait qu'il ne pouvait plus me contrôler. Alors il a vendu mon contrat à Warner Brothers, et c'était là, fin. Quant à Meto, ni elle ni sa carrière ne se sont jamais remises de son divorce avec Bogart. Elle est décédée des suites de complications dues à un alcoolisme aigu en 1951, après avoir passé plusieurs années loin des projecteurs dans son Oregon natal. À Clark Gable, Loretta Young et Kay Williams. La chimie à l'écran entre Clark Gable et Loretta Young dans The Call of the Wild en 1935 s'étendait bien au-delà de caméra. À l'époque, les deux stars étaient impliquées dans d'autres relations. Gable était marié à sa deuxième femme, Maria Langham, tandis que Young était une catholique fervente attachée aux valeurs traditionnelles. Malgré leur personnalité publique, une liaison passionnée a éclos pendant la production du film dans l'État de Washington. Lorsque l'affaire a entraîné une grossesse, Young a fait face à un dilemme accablant. Une mère célibataire, non mariée, à Hollywood risquait non seulement sa réputation, mais toute sa carrière. Déterminée à se protéger elle-même et Gable des regards du public, Young a orchestré un plan élaboré. Elle a pris de longues vacances en Europe pour revenir discrètement en Californie, où elle a donné naissance à sa fille, Judy, en secret. Pour protéger davantage leur réputation, Young a organisé le placement de Judy dans un orphelinat pour ensuite l'adopter publiquement quelques mois plus tard. Les initiés d'Hollywood chuchotaient au sujet de la ressemblance frappante de Judy avec Gable, mais aucune des stars n'a jamais confirmé la liaison pendant leur vie. La vérité n'est apparue que des décennies plus tard, après la mort de Gable en 1960, lorsque Judy elle-même découvrit sa filiation. Leur secret reste l'un des scandales les plus durables du vieux Hollywood, mêlant passion, sacrifice et tromperie. Marilyn Monroe, Joe DiMaggio et Arthur Miller. Les mariages de Marilyn Monroe avec l'icône du baseball, Joe DiMaggio, et le célèbre dramaturge, Arthur Miller, étaient aussi complexes que médiatisés. Monroe et DiMaggio étaient le couple en or du début des années 1950. Au début, cela ressemblait à un conte de fées. Cependant, leur union s'est rapidement défaite sous le poids de la jalousie de DiMaggio et de la célébrité flamboyante de Monroe. DiMaggio a eu du mal à accepter l'image publique sensuelle de Monroe, se disputant célèbrement avec elle au sujet de la scène iconique de la grille de métro dans 7 ans de réflexion. Leur mariage n'a duré que 9 mois, mais l'amour de DiMaggio pour elle n'a jamais vacillé. Après leur divorce, Monroe a trouvé du réconfort auprès d'Arthur Miller, dont le monde intellectuel semblait offrir la profondeur qu'elle recherchait. Ils se sont mariés en 1956, mais leur relation a rapidement été minée par des tensions professionnelles et personnelles. Les scénarios de Miller écrits pendant leur mariage auraient reflété leur lutte, laissant Monroe se sentir à la fois utilisée et incomprise. Au milieu du mariage tumultueux de Monroe avec Miller, des rumeurs persistaient selon lesquelles DiMaggio cherchait toujours à obtenir son affection, la soutenant discrètement en coulisses. Même après sa mort en 1962, la dévotion de DiMaggio a perduré. Il a organisé son enterrement de manière célèbre et a fait livrer des roses sur sa tombe chaque semaine pendant 20 ans. Leur histoire reste un chapitre doux amer dans la saga des tragédies les plus durables d'Hollywood. Joan Crawford, Clark Gable et Franchot Tone. La liaison passionnée et de plusieurs décennies entre Joan Crawford et Clark Gable
est devenu l'un des scandales les plus notoires et durables du vieux Hollywood. Leur alchimie était indéniable, à la fois à l'écran et en dehors, avec des étincelles qui ont commencé à jaillir au début des années 1930. À l'époque, Crawford était marié à l'acteur Franchot Tone, mais son attirance pour Gable est rapidement devenue un secret de polichinelle à Hollywood. Malgré le dévouement de Tone, il avait du mal à rivaliser avec le charme hors du commun de Gable, et la proximité de Crawford avec la star d'Autant en emporte le vent aurait poussé Tone à l'alcoolisme. L'affaire était marquée par la passion, le secret et la tension, avec Crawford et Gable jonglant entre leur vie professionnelle et leurs images publiques. Bien que les multiples mariages de Gable et la série de maris de Crawford aient empêché qu'ils soient officiellement ensemble, leur relation a continué sous une forme ou une autre pendant plus de 2 décennies. Même séparés, leur lien restait indéfectible, Crawford déclarant fameusement « Il était l'amour de ma vie ». Bien que le couple ne se soit jamais marié, leur romance a incarné l'ère dorée de glamour et de scandale à Hollywood. Leur connexion durable, pleine de passion et de chagrin, est devenue légendaire, solidifiant leur statut comme 2 des stars les plus emblématiques et complexes de Tinseltown. Elizabeth Taylor, Richard Burton et Eddie Fisher. La liaison torride d'Elizabeth Taylor avec Richard Burton pendant son mariage avec Eddie Fisher a captivé le monde et redéfini le scandale à Hollywood. Les 2 mégastars se sont rencontrés sur le somptueux plateau de Cléopâtre en 1961, où leur passion à l'écran s'est rapidement enflammée hors écran. Leur alchimie était indéniable, mais le timing était controversé. Taylor était mariée à Fisher, qui avait déjà suscité un scandale en quittant sa première femme, l'idole américaine Debbie Reynolds, pour Taylor. La romance Taylor-Burton a dominé les gros titres, devenant l'une des affaires les plus médiatisées de l'histoire du divertissement. Fisher, pris de court et humilié, a eu du mal à se remettre de leur liaison. Pendant ce temps, Taylor et Burton se délectaient de leur relation assumée, provoquant l'indignation du public et la condamnation du Vatican, qui dénonça leur union comme érotique. Vagabondage. Le mariage qui a suivi entre Taylor et Burton en 1964 est devenu un spectacle d'excès, marqué par des cadeaux somptueux, des disputes publiques et des démonstrations d'affection exagérées. Leur union tumultueuse a duré une décennie avant de se terminer par un divorce en 1974. Étonnamment, le couple s'est remarié juste 1 an plus tard, pour se séparer définitivement en 1976. Malgré le chaos, l'histoire d'amour passionnée de Taylor et Burton est devenue l'une des romances les plus emblématiques d'Hollywood, un témoignage de leur passion et de leur personnalité volatile. Jean Harlow, William Powell et Carole Lombard. La romance entre Jean Harlow et William Powell était l'illustration du glamour de l'ancien Hollywood. Pourtant, sous la surface, elle était remplie de complexité émotionnelle et de rêves inassouvis. La bombe blonde platine et le séduisant acteur principal ont commencé leur relation au milieu des années 1930, devenant rapidement l'un des couples les plus médiatisés d'Hollywood. Harlow, connu pour son charme vif, aurait désiré une vie stable et un mariage. Mais Powell, nourrissant encore des sentiments pour son ex-femme, Carole Lombard, hésitait à franchir ce pas. Les rêves de bonheur domestique de Harlow se heurtaient à la réticence de Powell à se remarier, ce qui causait des tensions dans leur relation par ailleurs passionnée. Ajoutant à la tension était l'ombre de Lombard, dont l'amitié durable avec Powell aurait suscité de la jalousie. Bien que Powell adorait Harlow et la comblait d'affection et de cadeaux coûteux, il la refusait finalement. Proposition. Leur romance s'est dissoute, laissant Harlow le cœur brisé. L'histoire a pris un autre tournant dramatique lorsque Carole Lombard a épousé Clark Gable, enchevêtrant davantage les vies des plus grandes stars d'Hollywood. Tragiquement, la mort prématurée de Harlow en 1937 à seulement 26 ans a laissé Powell dévasté, ses amis notant qu'il ne s'est jamais vraiment remis de cette perte. Leur amour malheureux reste l'une des romances les plus poignantes et complexes d'Hollywood, façonnée par la passion, le désir et les regrets non dits. Comme nous l'avons vu, le vieux Hollywood n'était pas seulement synonyme de paillettes et de glamour. C'était aussi un foyer de scandales, de chagrins d'amour et de triangles amoureux complexes. Mais bien que ces histoires puissent sembler être des vestiges d'une époque révolue, la vérité est que l'histoire a tendance à se répéter. Même aujourd'hui, les couples les plus emblématiques d'Hollywood font face à des défis similaires. Pensez à Brad Pitt, Jennifer Aniston et Angelina Jolie, le triangle amoureux qui a dominé les gros titres pendant des années et redéfini leur carrière. Ou Ben Affleck et Jennifer Garner,
dont la séparation publique après des rumeurs d'infidélité a bouleversé les fans qui adoraient leur mariage apparemment parfait. Et puis, il y a le monde. Le drame tourbillonnant de Shakira, Gérard Piqué et Clara Chia, prouvant que le regard scrutateur de la célébrité amplifie toujours chaque faux pas romantique. Ce que partagent ces histoires, que ce soit de l'âge d'or d'Hollywood ou d'aujourd'hui, c'est la vulnérabilité brute des relations humaines. La célébrité amplifie les hauts et les bas, et aucun luxe ne peut protéger un couple de la douleur. Les liaisons et les scandales ébranlent non seulement les stars, mais aussi les personnes autour d'eux, laissant des impacts durables sur les carrières, les familles et les héritages. C'est un cycle qui continue, parce qu'en son cœur, ce n'est pas juste une histoire hollywoodienne, c'est une histoire humaine. Et tant que l'amour et la célébrité se rencontrent, ces histoires continueront de se dérouler, captivant et nous rappelant que même les étoiles les plus brillantes ont des ombres.